cet auditorium de la Cité des Sciences pour cette troisième partie de notre colloque. De nouvelles protections et réparations sont indispensables. Je salue le sénateur Christian Manable qui nous a rejoints. Et pour commencer, nous allons accueillir un autre sénateur. Il fut président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Outreau. On lui a posé cette question cruciale qu'on se pose tous en réalité depuis ce matin. Est-on à l'abri d'un nouvel Outreau? Merci d'accueillir le sénateur André Vallini. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous, même si la question qui vient d'être posée n'est pas facile, d'autant que j'ai plutôt envie de répondre non. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel Outreau. Et vous le savez trop bien, hélas. On m'a demandé non seulement de répondre à cette question impossible, mais de relater rapidement l'histoire de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau et donc de parler évidemment de cette affaire elle-même. Vous vous souvenez de l'affaire? Des enfants dénoncent les abus sexuels dont ils ont été victimes, désignent évidemment leurs parents, mais aussi des voisins, mais aussi et en plus et surtout beaucoup d'autres personnes qui, à la fin, seront totalement innocentées, à la fin de la procédure. L'affaire provoque un émoi considérable dans l'opinion. On est juste quelques mois après l'affaire Dutroux, confusion en plus entre Outreau et Dutroux. Il arrive encore souvent que l'on me reconnaisse et que l'on me dise « Ah oui, vous étiez dans l'affaire Dutroux ». Non. D'abord, je n'étais pas dans l'affaire d'Outreau, mais je me suis occupé de l'affaire d'Outreau et pas de l'affaire Dutroux. Donc, similitude des vocables et puis proximité géographique de la Belgique. Les télévisions, la presse écrite, tout le monde s'empare de cette affaire d'Outreau. On parle d'un réseau de pédophiles, d'un réseau international de pédophiles. Moi-même, je me souviens d'être devant ma télévision un soir, d'écouter vaguement les informations et en me disant « Mais quelle horreur ces réseaux pédophiles internationaux !» Parce qu'en plus, on présentait cette affaire comme un réseau au service de gens très riches à qui on allait procurer des enfants venant de milieux pauvres, de la banlieue populaire de Boulogne, Outreau en l'occurrence. Bref, je tombe dans le piège, comme tout le monde, je suis horrifié par cette affaire. Et l'affaire fait tellement de bruit, provoque un tel émoi dans l'opinion que les autorités politiques s'en emparent au fur et à mesure que les accusés font progressivement la preuve de leur innocence. À la fin, tous sont acquittés, sauf bien sûr les 4 protagonistes, entre guillemets, les 2 couples auteurs, eux, réellement de faits criminels. Les autres sont acquittés, un est mort en prison, en détention provisoire, et à ce moment-là, l'opinion publique se retourne, totalement. On passe de « à mort les pédophiles » à, non pas « à mort les juges », mais « à bas la justice ». L'affaire fait tellement de bruit, l'acquittement des accusés fait tellement de bruit dans l'opinion publique que le président de la République lui-même, Jacques Chirac, écrit une lettre à chaque acquitté pour présenter ses regrets et ses excuses au nom de la France. Le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, reçoit les acquittés à l'hôtel de Matignon. Photo de groupe, pour là encore présenter les excuses du gouvernement aux acquittés et en raison évidemment de ce qu'ils ont subi. Le Parlement ne peut pas être en reste. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale à l'époque, et Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste auquel j'appartenais, je suis toujours socialiste mais je ne suis plus député, Jean-Marc Ayrault et Jean-Louis Debré décident la création d'une commission d'enquête parlementaire. Beaucoup de candidats à cette commission d'enquête, en moyenne 4 pour un poste. Je me porte candidat. La tradition s'instaure à ce moment-là que le président soit de l'opposition et le rapporteur de la majorité. Je me retrouve donc président de la commission d'enquête. Et Philippe Houillon,
député maire UMP de Pontoise, avocat lui aussi, se retrouve rapporteur. Nous sommes 30 députés. Beaucoup de députés sont déçus de ne pas en faire partie et nous commençons nos travaux. Je vais maintenant résumer le travail que nous avons fait en 2 points. Ce fut un moment de grâce pour le Parlement, ce fut une occasion manquée pour la justice. D'abord, un moment de grâce pour le Parlement. Vous le savez, a fortiori aujourd'hui, avec la crise que l'on connaît, l'antiparlementarisme est vieux comme la République. Il est plus ou moins fort selon les périodes. À l'époque de la commission Outreau, il n'était pas particulièrement fort, mais il existait malgré tout. Notre tâche était difficile et je pense pouvoir dire que collectivement, nous avons réussi, collectivement, à donner pour une fois une bonne image du Parlement. J'ajoute aussitôt que le fait que le président fût socialiste et le rapporteur UMP a donné plus de chance encore à la crédibilité de notre travail. Les gens ont beaucoup aimé, ils me l'ont dit souvent, que la droite et la gauche, pour une fois, disait-il, travaillent la main dans la main sur un sujet important. Donc la commission d'enquête commence à se réunir, et là s'engage la première bataille, la bataille du huis clos. Sur la suggestion d'un ami journaliste de la chaîne parlementaire, je propose à mes collègues d'ouvrir nos travaux à la chaîne parlementaire. Mes collègues, évidemment, tous, les 29 autres membres de la commission d'enquête me disent « il n'en est pas question ». Ce serait du voyeurisme. Moi, je réponds qu'à condition, évidemment, de préserver l'intérêt des enfants, de demander à chaque personne auditionnée si elle est d'accord pour être filmée, je considère qu'il peut s'agir d'une chance pour notre travail d'être relayé dans l'opinion publique et une chance de montrer que les parlementaires font un vrai travail d'approfondissement du fonctionnement ou des dysfonctionnements d'un service public, en l'occurrence celui de la justice. Je dois batailler tout le mois de décembre contre tous mes collègues jusqu'au 18 janvier, où a lieu l'audition des acquittés. Nous avions procédé à quelques auditions avant le 18 janvier, notamment des services de police, à huis clos, car j'étais évidemment minoritaire, puisque seul à vouloir la levée du huis clos. Le jour où les acquittés arrivent, en tout cas la veille, ils me font savoir qu'ils ne viendront à Paris que si l'audition est filmée et ouverte au public. J'en informe mes collègues, qui évidemment ne peuvent pas refuser. L'audition des acquittés a lieu, elle commence le matin, elle va durer 10 heures, avec une pause pour le déjeuner d'1 heure environ. La chaîne parlementaire retransmet la journée en direct et en continu. Les chaînes d'info continue, qui n'avaient pas encore la puissance qu'elles ont acquise aujourd'hui, mais qui étaient déjà assez présentes, notamment LCI à l'époque, commencent à retransmettre quelques passages le matin et devant l'intérêt suscité, audimat oblige, chez les téléspectateurs, décident de retransmettre l'intégralité de la journée. Et c'est ce jour-là que la commission d'enquête parlementaire acquiert sa légitimité et surtout sa crédibilité. Et le huis clos vole en éclats. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, si vous vous en souvenez, les images existent sur le site de l'INA ou sur le site de la chaîne parlementaire, c'est la force de la vérité qui s'exprime. Ce sont des gens de milieux populaires, pour la plupart, qui s'expriment avec leurs mots à eux, leur vocabulaire à eux, leur accent à eux, l'accent du Pas-de-Calais, qui s'adressent à leurs représentants, aux représentants du peuple, un peu comme le peuple venait s'exprimer sous la Révolution française en direct aux représentants de la Constituante ou de la Convention. Ce sont vraiment des images très fortes. Et les acquittés, ce jour-là, font vraiment basculer le travail de la commission d'enquête dans une autre dimension. Nous continuons nos auditions, nombreuses auditions, et nous arrivons bien sûr à l'audition la plus médiatisée de toutes, celle du juge Burgot. Elle a lieu le 6 février. Depuis l'audition des acquittés, la France entière vit au rythme de la commission d'enquête parlementaire. Toutes nos auditions sont retransmises en direct. À ce sujet, une anecdote. Je me souviens d'avoir raté mon train, ou plutôt de m'être trompé de train. J'étais tellement absorbé par ce travail de la commission d'enquête. Je rentrais en Isère le vendredi, et sur le quai, il y avait un train qui partait pour Marseille à droite et pour Grenoble à gauche. Je me trompe, je monte dans celui de droite. Je me retrouve dans le train, et au lieu de partir à 15h23 ou à 16h23, il part à 15h20 précise. Au moment où il démarre, je regarde ma montre, tiens, un train qui part à l'heure. Avant l'heure, c'est rare. En retard, ça peut arriver, mais avant l'heure, c'est quand même très rare.
Donc je m'en inquiète, je me lève, je m'adresse à mes voisins qui avaient tous l'accent de Marseille. J'aurais dû me douter de quelque chose. Et je dis à une dame, c'est bien le train qui s'arrête à Lyon-Saint-Exupéry? Elle me dit non, c'est le train qui va à Marseille. Je dis, ah zut, je me suis trompé. Et elle me dit, vous êtes le président de la commission Outreau? Je dis oui. Elle me dit alors, mais que s'est-il passé hier et aujourd'hui? Parce que j'ai raté les auditions, mais heureusement, mon mari m'enregistre tout et je le regarde ce soir en rentrant. C'est-à-dire que les gens vivaient la commission d'enquête comme un feuilleton avec ces auditions tous les jours qui les intéressaient au plus haut point. Donc l'audition du juge Burgot arrive, elle est annoncée depuis le dimanche, elle a lieu un mardi. Elle est annoncée depuis le dimanche sur toutes les chaînes de télévision, TF1 comme France 2, avec un bandeau qui tourne, vous savez, mardi, 16h, audition en direct du juge Burgot, commission Outreau. La pression est très forte, la tension est à son comble. L'Assemblée nationale, le quartier de l'Assemblée est totalement bouclé par les forces de police. Des chaînes de télévision du monde entier sont là, du monde entier. Je me souviens d'un camion de télévision japonaise. CNN était là, télévision italienne, allemande, britannique, toutes les chaînes françaises bien sûr. Tout le monde s'inquiète de savoir comment ça va se passer. Depuis quelques jours, la rumeur court dans Paris que le juge Burgot pourrait se suicider avant d'être auditionné devant la commission d'enquête. Je me souviens de François Hollande, premier secrétaire du PS, qui me téléphone le dimanche et qui me dit « Fais attention, c'est quand même très risqué, cette audition ouverte à la télévision de cet homme que la France entière veut lyncher ou presque. » Bon, bref, une grosse pression pesait sur cette commission et sur moi en particulier. L'audition s'est bien passée. Elle a duré 7 heures. J'ai proposé à plusieurs reprises au juge Burgot de l'interrompre pour la reprendre le lendemain ou 2 jours après. Il a préféré en finir en une seule journée. Les questions ont été parfois abruptes. Le ton était parfois rugueux de la part de certains de mes collègues. Mais enfin, le juge Burgot a pu s'expliquer en présence de ses 2 avocats. La question s'était posée, est-ce qu'on accepte les avocats? Moi, j'avais plaidé pour qu'il puisse être assisté par ses avocats, qui n'avaient pas le droit de prendre la parole, mais qui lui donnaient des conseils. Donc l'audition du juge Burgot a lieu, on s'aperçoit ce jour-là de sa jeunesse. Certes, il était jeune, mais en plus, il faisait plus jeune que son âge. De la fragilité aussi, qui émanait du personnage, et puis surtout de la solitude, non pas de ce juge en particulier, mais du juge d'instruction, de la fonction de juge d'instruction. Et il donne les raisons pour lesquelles il a agi comme il a agi. Les auditions se sont succédées, j'ai la liste ici de toutes les auditions que auxquelles nous avons procédé, tous les policiers ayant eu à connaître de cette affaire, tous les magistrats, les JLD successifs, les magistrats de la Chambre de l'instruction, le procureur de la République, le procureur général, monsieur Le Signe pour le premier, monsieur Latou pour le deuxième, tous les journalistes ou presque ayant eu à parler de cette affaire, dans la presse écrite comme audiovisuelle, des universitaires spécialistes de la procédure pénale, de grands noms comme Pierre Truche, grand magistrat, s'il en est, Madame Delmas-Marty, les représentants syndicaux, les organisations professionnelles de magistrats, d'avocats, le Conseil national des barreaux, la conférence des premiers présidents, celle des procureurs généraux, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, la conférence des bâtonniers, etc., jusqu'au ministre de la Justice qui a clôturé la série d'auditions. C'était à l'époque Pascal Clément. Nous avons auditionné aussi Dominique Baudis, qui à l'époque était président du CSA. Nous l'avons auditionné à double titre, et il est venu en sachant que nous l'auditionnerions à double titre, comme président du CSA, sur le rôle des médias, et comme ayant été victime lui-même d'une rumeur horrible lors de l'affaire Allègre à Toulouse, vous vous en souvenez. Bref, un travail qui a duré 6 mois, qui n'a pas toujours été simple, et je pense notamment aux difficultés que nous avons rencontrées, surtout au début, avec les magistrats. Les magistrats, presque tous les magistrats, je crois pouvoir le dire, toutes leurs organisations professionnelles en tout cas, FO Magistrat, l'USM, le syndicat de la magistrature, mon ami, qui était mon ami avant, qu'il est redevenu après, mais avec qui, pendant la période de la commission, les choses étaient plus compliquées, Dominique Barella, qui à l'époque présidait l'USM. Bref, tous les magistrats ne comprenaient pas l'existence même d'une commission d'enquête parlementaire sur une affaire judiciaire. Avec le recul, les années ont passé, je suis moins dans le feu de l'action par définition, je me dis qu'ils n'avaient pas totalement tort de s'offusquer pour certains, de s'indigner pour d'autres, en tout cas de s'interroger sur la séparation des pouvoirs. Les magistrats disaient en substance, au nom de quoi les parlementaires vont-ils juger une affaire?
juger des magistrats. On leur répondait, je leur répondais, à grand renfort d'interviews, presse écrite, audiovisuelle, qu'il ne s'agissait pas de juger les magistrats, ni même de refaire le jugement de l'affaire Outreau. Nous n'étions pas une instance de plus, après la cour d'appel, pour juger cette affaire. Il s'agissait d'autopsier une affaire judiciaire définitivement jugée. C'est important, autrement nous n'aurions pas eu le droit, encore que depuis les commissions d'enquête sur l'affaire Benalla, on peut se poser la question. En tout cas, à l'époque, nous plaidions notre cause en disant cette affaire, elle est définitivement jugée. On veut simplement savoir, simplement c'est un euphémisme, on veut simplement savoir comment ça s'est passé, pourquoi on en est arrivé à ces excès. Enfin, le tollé était général et national, et je me souviens d'avoir reçu quasiment tous les jours des motions qui étaient adoptées le soir, après le travail, après 18h, des motions adoptées dans les tribunaux de France et de Navarre. Les tribunaux, les cours d'appel, tous les magistrats se réunissaient pour voter des motions de défiance à l'égard de la commission d'enquête parlementaire. Bref, la commission a malgré tout fait son travail. Nous avons commis un rapport qui comporte 80 propositions, 80 préconisations. Toutes n'ont pas été reprises, loin de là, et c'est la raison pour laquelle, après vous avoir dit que cette commission d'enquête avait été un moment de grâce pour le Parlement, grâce au travail que nous avons fait et à l'image que nous avons donnée du travail parlementaire, j'en arrive à mon deuxième point. Ce fut une occasion manquée pour la justice. Manquée parce que nous ne pensions pas que nos 80 propositions seraient reprises par le garde des Sceaux, mais nous avons malgré tout été très déçus de n'en voir que quelques-unes qui furent reprises à l'époque. Et Pascal Clément, et c'est sans doute mon côté avocat qui ressort toujours, je ne suis pas là pour le défendre, mais malgré tout, Pascal Clément avait un argument qui consistait à dire « Je ne peux pas faire la grande réforme que vous souhaitez dans votre rapport parce que nous sommes trop près de l'élection présidentielle. » Le gouvernement, sa majorité n'ont plus forcément la légitimité suffisante, le temps nécessaire pour mettre en chantier cette grande réforme. C'est vrai que nous étions en juin 2006, que la présidentielle de 2007 arrivait à grands pas, et que Pascal Clément était entravé par ce calendrier électoral. Je l'ai compris à l'époque, même si je ne l'ai pas dit comme ça, mais en tout cas, nous nous sommes contentés de la loi de mars 2007 qu'il a fait voter, qui reprend certaines de nos préconisations, pas toutes, loin de là. Si on fait le décompte précis, je l'ai refait avant de venir vous voir ces derniers jours, sur 80 préconisations, 16 ont été totalement reprises. C'est pas beaucoup, 16 sur 80. Il faut dire aussi que dans ces 80 préconisations, toutes n'avaient pas la même importance. Il y avait des préconisations très techniques, de nature très juridique, très judiciaire, de procédure pénale. On entrait dans le détail de la détention provisoire, dans le détail de la garde à vue. Toutes ne pouvaient pas être reprises, mais sur la garde à vue comme sur la détention provisoire, malgré tout, nous avons été déçus. Les critères de mise en garde à vue ont été durcis. Il a fallu attendre quelques années pour que l'avocat puisse entrer dans la garde à vue, mais nous avons été déçus. Sur la détention provisoire, qui est l'atteinte majeure à la présomption d'innocence. S'il y a une atteinte à la présomption d'innocence, et je ne veux pas déflorer ce que vous dira dans un instant le procureur général d'Alest, que je salue, mais on en parlait à l'instant avant d'entrer en séance, la détention provisoire est l'atteinte majeure, suprême, à la présomption d'innocence, en tout cas aux yeux de l'opinion publique. Donc sur la détention provisoire, nous n'avons pas été repris totalement. Nous voulions instaurer des délais butoirs, au-delà desquels le détenu devait être remis en liberté. Nous voulions supprimer la fameuse notion de trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public au nom duquel on peut mettre quelqu'un en détention provisoire, parce qu'il faut quand même savoir, et je le disais tout à l'heure, qu'une JLD, je crois, ou une présidente de chambre de l'instruction, plutôt une JLD, nous avait dit lors d'une audition qu'il est difficile de ne pas mettre quelqu'un en détention ou de ne pas le laisser en détention lorsque, sous vos fenêtres, des centaines de personnes hurlent à mort les pédophiles. Non seulement parce qu'il y a une présomption de culpabilité, consciente ou inconsciente, dans la tête du magistrat, mais surtout parce que remettre quelqu'un en liberté dans ces conditions peut être dangereux pour la personne elle-même que l'on remet en liberté. Donc sur la détention provisoire, nous n'avons pas été suivis totalement, en partie seulement, et la plupart des magistrats interrogés aujourd'hui semblent dire qu'on est revenu à la situation d'avant Outreau, à savoir que la détention provisoire est redevenue, qu'on le veuille ou non, que les magistrats l'acceptent ou non, tant pis si j'en heurte certains. En tout cas, elle peut être parfois un moyen de pression sur l'accusé, sur le mis en examen.
La proposition majeure de notre commission d'enquête concernait le juge d'instruction. Et nous avions préconisé, après nous être beaucoup interrogés sur la suppression ou non du juge d'instruction dans la procédure pénale, nous avions finalement opté pour la collégialité de l'instruction. Nous avons décidé de conserver l'instruction à la française, à charge et à décharge, à condition que les juges soient plusieurs, pour qu'il y ait des regards croisés sur le même dossier. En sachant très bien, parce qu'on nous l'avait dit, que sur 3 magistrats, souvent il y en a un qui travaille beaucoup, un qui travaille moyennement, et puis le troisième. Mais nous avions malgré tout pensé que c'était la moins mauvaise des solutions pour remédier à la solitude, l'épouvantable solitude du juge d'instruction. Même si, et là je veux le dire, non pas pour atténuer la responsabilité du juge Burgot, même si le juge Burgot nous l'a dit à plusieurs reprises, il référait souvent de son affaire au procureur, à ses collègues de la chambre de l'instruction. Il était seul pour prendre les décisions, pour signer ce qu'il avait à signer. Il était seul pour auditionner les mises en examen, mais il parlait souvent de son affaire à l'ensemble de la chaîne pénale et il n'a jamais été dissuadé dans son travail par quelque magistrat que ce soit. Dans la façon même avec laquelle il menait son instruction. Alors sur la collégialité, cela a été repris par le garde des Sceaux dans la loi de 2007. Elle a été votée, nous étions satisfaits, sauf que depuis 2007, elle n'a jamais été appliquée puisque son application a été repoussée à 2010 par manque de moyens, puis à 2011 par manque de moyens, puis à 2014 par manque de moyens, sous tous les gouvernements, vous voyez, puisqu'entre 2010 et 2014, il y a eu un changement de président de la République, et en 2016, un amendement à la loi Taubira a définitivement enterré la collégialité. Donc on ne parle plus de collégialité, on parle de cosaisine, ce qui peut être tout à fait acceptable aussi. Ce n'est pas exactement la collégialité, mais il est maintenant demandé aux magistrats dans les affaires difficiles, et pour qu'elles arrivent à l'instruction, c'est qu'elles sont difficiles, il leur est demandé le plus souvent possible de travailler à plusieurs sur un même dossier. Sur les magistrats maintenant, et j'essaie d'aller le plus vite possible, madame, sous votre regard noir, malgré votre sourire. Sur les magistrats, nous avons préconisé un changement dans leur formation, parce que ça nous semblait important. Nous sommes allés à l'ENM, dans les travaux de la commission d'enquête, et les choses ont changé là. L'ENM a subi une grande réforme en 2009. On essaie maintenant d'en faire des magistrats, je parle des magistrats instructeurs comme des autres, qui savent beaucoup de choses, mais qui savent aussi écouter beaucoup de choses, qui savent entendre les choses, qui savent se comporter avec de l'empathie, avec de l'attention à ce qui leur est dit, y compris par ceux que tout accuse et que tous accusent. Et puis nous avons aussi obtenu, et ça c'est très important, que les magistrats, au cours de leur formation, fassent un stage, entre guillemets, dans un cabinet d'avocats. Nous avions préconisé 1 an d'un vrai travail d'avocat, comme c'était le cas avant la fondation de l'école de la magistrature, comme c'est le cas toujours en Angleterre. Et l'avocat qui vous parle pense qu'il n'y a pas de meilleure formation pour un magistrat que d'avoir été avocat avant. On a un autre regard sur les affaires pénales, n'est-ce pas, Francis Lec? Je pense qu'il partage mon avis comme beaucoup d'avocats. Beaucoup de magistrats auraient intérêt, je pense, à travailler d'abord dans un cabinet d'avocats. Eh bien, c'est prévu par la réforme de 2009 de l'école de la magistrature. Ça ne dure pas 1 an, ça dure 6 mois, mais c'est mieux que rien. Un mot maintenant sur le sujet qui vous intéresse le plus, mais sur lequel vous êtes beaucoup plus expert que moi, et d'autres vont s'exprimer après moi, d'autres se sont exprimés ce matin, le recueil de la parole de l'enfant. Nous nous sommes évidemment beaucoup interrogés sur cette question, nous avons beaucoup auditionné de spécialistes, nous avons obtenu une meilleure formation des enquêteurs, nous avons obtenu l'enregistrement, qu'il le veuille ou non, du mineur interrogé. Et là, nous étions évidemment, mais vous connaissez bien le sujet, nous étions partagés entre le respect de la parole de l'enfant, sacralisé jusqu'à l'affaire Outreau. Au fil des années qui s'étaient succédées, la parole de l'enfant était devenue sacrée, sacro-sainte, tout ce que disait un enfant était forcément vrai. Et puis ce qui pouvait se passer, et ce qui s'est passé d'ailleurs depuis Outreau, à savoir qu'aujourd'hui, la parole de l'enfant est beaucoup plus souvent mise en doute, ce qui n'est pas forcément un mal, car le doute doit habiter les magistrats en permanence, évidemment. Sur les expertises, nous avons obtenu leur caractère contradictoire. Et enfin, sur les médias, j'en terminerai par là, parce que c'est de loin le sujet le plus compliqué à mes yeux. Sur les médias, le rôle des médias, la violation de la présomption d'innocence par les médias, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des mauvaises solutions, insatisfaisantes, des condamnations pécuniaires. Vous savez, être condamné à quelques centaines de milliers d'euros pour des grands hebdomadaires
ou de grandes chaînes de télévision, ça n'est pas grand-chose. On préfère vendre beaucoup d'exemplaires du magazine en question que de payer une amende qui, somme toute, passera dans les frais généraux à la fin de l'année. Donc, c'est très difficile. Une charte de déontologie a été envisagée, nous l'avions envisagée lors de la commission Outreau. La ministre de la Culture, pas celui d'aujourd'hui, mais Madame Nyssen, juste avant, avait proposé aussi une charte de déontologie. Le président de la République a fait une proposition dangereuse à mes yeux en matière de presse. Il propose, je ne sais plus exactement ce qu'il a proposé, je sais que c'est assez controversé. En tout cas, moi, je pense que c'est dangereux pour la liberté d'expression. Oui, le président de la République veut s'assurer de la neutralité des médias. Les médias ne sont pas neutres par définition. Un journaliste digne de ce nom n'est jamais neutre. Pour pouvoir vérifier l'information par des structures financées par l'État, donc à mon avis c'est une mise sous tutelle de la profession de journaliste. Tout ça est très compliqué, je le répète, il n'y a pas de bonne solution. L'affaire Outreau a eu ce mérite pendant quelques mois, quelques années, de faire en sorte que les médias soient plus prudents, que les magistrats aussi le soient davantage. D'ailleurs, on avait observé, la courbe des statistiques était éloquente, une diminution considérable du nombre de détentions provisoires et de la durée des détentions provisoires avant que la courbe reparte à la hausse. Quant aux médias, j'ai le regret de vous dire, mais vous le savez bien, qu'ils ont repris leurs mauvaises habitudes et qu'ils s'emballent beaucoup trop vite, notamment dans les affaires pénales. Voilà, j'ai été beaucoup trop long, chère madame. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, je suis prêt bien sûr à participer au débat qui va suivre. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Ne voyez surtout aucun désintérêt pour vos propos, mais je sais que de nombreux participants ont des trains à prendre, donc je continue ma tâche ingrate de gardienne du temps. De nouvelles protections et réparations sont indispensables. Vous le comprendrez encore mieux à travers le témoignage que nous allons entendre à présent, celui de Anne Buber. On a beaucoup entendu depuis ce matin des retours d'expérience liés à des agressions sexuelles sur mineurs. Ici, il s'agit d'accusations de violences physiques et cela peut aller très loin aussi. Anne Buber est la sœur de Jean-Luc Buber. Enseignant dans l'Aisne, il a été injustement mis en cause par un de ses élèves et a mis fin à ses jours à la sortie de sa garde à vue. Depuis, sa famille mène un combat sans relâche. Merci d'accueillir Anne Buber. Bonjour Anne Buber, merci infiniment d'être parmi nous. Ce n'est jamais facile d'évoquer ce drame qui a touché votre famille. Votre frère Jean-Luc enseignait avec bonheur les sciences physiques et chimie dans un collège de Saint-Michel en Thiérache, dans l'Aisne. Quand le drame s'est produit, c'était en septembre 2008. Tout a commencé lorsqu'un élève a accusé votre frère de violences physiques. Effectivement, l'élève est arrivé en salle, en cours de sciences physiques et chimie en tambourinant contre la porte, en perturbant le cours. Jean-Luc n'a pas voulu prendre la classe en témoin, il a choisi une solution de paix. Et donc, il a demandé à l'élève de rester pendant quelques minutes après le cours. L'entretien a duré 20 minutes en tête-à-tête. Jean-Luc a sermonné l'élève, il a rempli son carnet de correspondance. Cela a duré 20 minutes. Et au sortir de la salle de classe, l'élève a accusé Jean-Luc de lui avoir donné un coup de poing et cassé une dent. Votre frère a donc été placé en garde à vue. Comment s'est déroulée cette garde à vue et dans quel état il en est ressorti ? Ça a été une garde à vue sans avocat, parce que Jean-Luc a refusé l'avocat, ne sachant pas qu'une fois qu'il en aurait envie dans la suite de la journée, il en a eu envie dans la suite de la journée, cela lui serait refusé. Et il faudrait vraiment tirer de ceci l'enseignement que l'éducation nationale devrait former les professeurs à ce que c'est qu'une procédure pénale, former les professeurs à ne pas refuser un avocat parce qu'ils se savent innocents. Nous avons parlé tout à l'heure de la situation de danger que rencontrent les élèves, mais une garde à vue est une situation de danger. C'est une situation dans laquelle quelqu'un est jeté, qui n'a pas la formation, qui ne sait pas ce que c'est qu'un procureur, qui ne sait pas ce que c'est que cette conversation où vous n'êtes pas d'égal à égal avec votre interlocuteur, où tout ce que vous dites est tapé dans le marbre de l'ordinateur, où chaque parole est reçue avec suspicion et où chaque parole comptera. Donc, on n'est pas formé. Il faut que l'éducation nationale forme les enseignants à ceci et forme les personnels administratifs également.
Parce qu'en fait, je suis bibliothécaire dans une collectivité territoriale et j'ai reçu une formation à mes droits et devoirs de fonctionnaire et je sais maintenant ce que c'est que cette procédure pénale. Et juste une deuxième chose, ça a été une garde à vue avec les témoins, évidemment, des témoins qui ont été auditionnés. Il faudrait peut-être s'interroger sur la manière dont sont choisis les témoins lors d'une garde à vue. Car un innocent comme Jean-Luc, que pouvait-il faire? Devait-il citer l'ensemble du collège qui dirait qu'il était un très bon prof, ce qu'il était? Est-ce qu'il devait citer l'ensemble du collège? Citer tout le monde, citer personne. Alors que le calomniateur, lui, pouvait communiquer avec ses camarades en dehors de la garde à vue, monter quelque chose et avoir des arguments que Jean-Luc n'avait pas. Justement, vous venez de prononcer le mot calomniateur. Il est donc resté 9 heures en garde à vue. Or, pendant ce temps, il s'est avéré que l'élève avait menti. Il s'est avéré que l'élève avait menti. Nous l'avons su quelques semaines plus tard, lorsqu'une élève a posté un mot sur Internet disant que la dent était cassée depuis... Parce qu'il y avait une perte de dents, mais la dent était cassée depuis l'été précédent. Et ça se voyait à l'œil nu et il n'y avait pas d'hématome. Jean-Luc a fait 9 heures de garde à vue. Donc, il s'est avéré que votre frère a été placé en garde à vue sur la foi d'une dénonciation calomnieuse. Tout à fait, oui, exactement. Dénonciation calomnieuse qui a été, et c'est l'autre volet de l'affaire. Il faut savoir que Jean-Luc était en instance de séparation avec sa compagne, Emmanuelle. La semaine suivante devait se décider la garde de leur fils commun qui avait 8 ans. Emmanuelle, qui était enseignante dans le même collège, a activement participé au dépôt de plainte. Elle a proposé son médecin pour établir un ITT de 5 jours. Elle a accompagné l'élève en salle d'attente. Elle a assisté à l'entrevue avec le médecin. Ensuite, lorsque le jeudi, Jean-Luc était en garde à vue, cette enseignante a reçu la confession de l'élève calomniateur qui lui a avoué avoir menti, avoir monté toute la chose. Et elle s'est tue. Elle a laissé se poursuivre la garde à vue. L'élève a fait 4 mois de prison avec sursis. Elle n'a eu aucune condamnation. Alors, le procureur a voulu clore le dossier rapidement. Pourquoi avez-vous poursuivi la procédure? Nous avons poursuivi pour 2 choses. Première, parce que nous savions que Jean-Luc n'avait pas fait ça. Ce n'était pas Jean-Luc. Nous le savions. D'autre part, nous avions un élément matériel. Nous avions ce témoignage de jeunes personnes disant que la dent était cassée depuis l'été précédent, ce qui a donné d'ailleurs une expertise dentaire qui a confirmé la chose. Mais nous avons dû nous battre contre beaucoup de choses, et notamment donc contre le procureur, qui a voulu clore le dossier immédiatement. Voilà, donc effectivement, un long parcours judiciaire a commencé. Il y a eu également une procédure en appel ensuite. Il a eu une procédure en appel par laquelle contre cette enseignante, en fait. Oui. Une procédure en appel. Le verdict a été que cette enseignante a été reconnue coupable de ne pas avoir porté assistance et témoignage à un innocent incarcéré. Donc elle a été condamnée et on a fait le lien direct entre son action et le suicide de Jean-Luc. Or, ce jugement a été cassé après, par la suite par la Cour de cassation. Ce jugement a été cassé par la Cour de cassation. Parce que la loi française ne reconnaît pas une garde à vue comme une détention. Et donc Jean-Luc n'étant pas considéré comme détenu, ne pas révéler une dénonciation calomnieuse pendant une garde à vue n'est pas considéré comme un délit. Alors, vous avez formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes allé jusqu'à demander justice auprès de l'Union européenne. Qu'en est-il de ce recours ? Nous sommes allés devant la Cour européenne de justice. Pourquoi ? Parce que la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît la garde à vue comme une détention provisoire. Et il y a une jurisprudence. Donc nous attendions que la Cour européenne, qu'elle établisse ce fait. Notre dossier a été refusé sans explication, sans doute par surcharge de travail de la Cour. Je crois que vous souhaitiez souligner que pendant ce long parcours, l'aide de l'autonome de solidarité laïque a été vraiment déterminante. L'aide de l'autonome de solidarité laïque a été déterminante d'un point de vue très humain. Monsieur Michel Bourlet, le président de l'association de l'autonome solidarité de l'Aisne, dès le soir de la garde à vue, a téléphoné à Jean-Luc. Et c'est là qu'il a recueilli un de ses derniers témoignages, c'est-à-dire Jean-Luc disant trop de salissures. Effectivement, donc
M. Bourlet était là. Ensuite, nous avons reçu l'aide aussi bien financière, et c'est très, très important, aussi bien l'aide juridique, une excellente aide juridique de M. Francis Lec, qui nous a amené justement à gagner devant cette cour d'appel, et une aide également psychologique très importante. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme assimile elle-même, vous le disiez, la garde à vue à une détention provisoire. Et votre combat aujourd'hui porte sur ce mot, sur détention. Qu'aurait-il pu se passer si la garde à vue de votre frère avait été assimilée à une détention provisoire? Si la garde à vue de Jean-Luc avait été assimilée à une détention provisoire, il est possible que ma belle-sœur, sachant que c'est un délit, aurait révélé les choses, aurait sauvé Maxime de son mensonge, puisqu'elle a conduit à abandonner cet enfant à la prison, et aurait sauvé Jean-Luc en interrompant la garde à vue. Donc, il y aurait, à cette époque-là, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais peut-être qu'à l'époque, on ne le savait pas. Mais il faut savoir que l'affaire a une certaine notoriété, de même que ce colloque a une certaine notoriété. Donc, quiconque sait actuellement, à l'heure actuelle, qu'il peut faire une dénonciation calomnieuse en manipulant la parole d'un enfant à des fins personnelles, jusqu'à mort d'homme, impunément. Donc la notoriété de l'affaire donne en fait à sa résolution par la loi un caractère d'urgence. Aujourd'hui, donc, votre combat vise à modifier la loi? Notre combat vise à modifier la loi également parce que cette enseignante qui donc a conduit et abandonné un enfant à la prison, elle l'a conduit puisqu'elle n'a pas fait arrêter la garde à vue, parce qu'elle n'a pas dit cet enfant qui finalement était sans doute pendant cette garde à vue-là était terrifié par ce qu'il venait de faire et terrifié par ce méfait et qui cherchait aide et solutions en fait, et elle a simplement abandonné. Elle n'est pas venue témoigner au procès de ce calomniateur. Elle l'a laissé tout seul. C'est lui seul qui, pendant la garde à vue, pendant le procès, a avoué l'avoir dit à cette enseignante. Elle n'est jamais venue, jamais. Donc, il est possible que l'éducation nationale pouvant s'appuyer sur une condamnation, que l'éducation nationale enlève cette professeure du contact avec les élèves. Elle a conduit à abandonner des élèves à la prison et pourtant elle est encore enseignante. Elle exerce toujours. Elle exerce toujours. La tragédie que votre famille a vécue montre aussi que dans cette affaire, le recueil de la parole, dans le recueil de la parole de l'enfant, toutes les précautions n'ont pas été prises, loin de là. Le recueil de la parole de l'enfant a été la parole de l'enfant a été surévaluée. C'est une parole qui, incompréhensiblement, le père de ce garçon calomniateur a dit, vous savez, un jeune, un jour il ment, un jour il dit la vérité. Il y a comme une fatalité, un élève peut dire des choses de manière approximative, des témoins qui sont là peuvent dire des choses approximatives, du genre on m'a dit que, mais à aucun moment dans cette garde à vue, l'officier de police judiciaire n'a demandé des précisions. Qui a dit ? Quoi ? Comment ? Quand ? Jamais. On accepte que la parole de l'enfant soit approximative. Au nom de quoi ? Ensuite, c'est une parole qui a été surévaluée pour un simple exemple. Jean-Luc n'a pas eu d'avocat, mais il a été son meilleur avocat. Quand on regarde les interrogatoires, ses arguments sont vraiment porteurs. Par exemple, rien qu'un exemple, à un moment, pendant une confrontation avec le calomniateur, Maxime, Jean-Luc dit, c'est quand même étonnant, d'après ce qu'il dit, c'est quand même étonnant que je lui ai donné un coup de poing puis qu'on se soit assis pour remplir le cahier de correspondance. À ce moment-là, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, ne se tourne pas vers l'élève pour lui dire « qu'as-tu à répondre à ça ?» Il se tourne vers l'élève en lui disant « pourquoi n'es-tu pas sorti de la classe ?» Et un boulevard s'ouvre devant l'élève pour qu'il réponde « j'avais peur qu'il m'en donne un deuxième ». L'officier de police judiciaire passe au point suivant et Jean-Luc reste avec ça en tête. Et Jean-Luc a été laissé seul. Il a été laissé seul de manière émotionnelle parce qu'en fait, il a été humilié, parce qu'il a été impuissant à dire sa vérité. Il a été émotionnellement touché parce que le mardi suivant devait se décider la garde de son fils et il savait qu'il ne l'aurait jamais. Mais également, il a été démuni psychologiquement, démuni d'accompagnement. Il n'y a pas de cellule psychologique à la sortie des gardes à vue. Or, il est folie de croire qu'une garde à vue se termine passé le seuil du commissariat. Donc, Jean-Luc a été abandonné à cette nuit noire. Il s'est suicidé, il s'est pendu à 11h du soir.
Il a été abandonné et il ne lui a pas donné d'échéance. Il faudrait aussi donner des échéances à un gardé à vue. Lui dire à tel moment vous pourrez parler, vous pourrez communiquer, vous pourrez dire votre parole. La seule échéance qu'avait Jean-Luc, c'est de se retrouver le lendemain matin à 8 heures devant d'autres élèves dans une petite ville où tout se sait. C'était ça son échéance. Et enfin, il a été abandonné par mes connaissances. Il faut former les professeurs, je l'ai dit, mais il faut former aussi l'administration à accompagner un professeur, car il faut dire le principal a été en dessous de tout. Alors on sait que le deuil et la justice sont deux choses séparées, l'intimité d'une famille et la réparation publique également, mais vous vous battez aussi aujourd'hui pour votre neveu. Tout à fait. Effectivement, le deuil et la justice sont deux choses séparées. Nous n'attendons pas d'une condamnation qu'elle nous console. C'est deux choses séparées. La justice a sa tâche, notre deuil, c'est autre chose. Mais effectivement, si l'on regarde ce procès, si on regarde ce qui s'est passé, quel est le juge en la matière? Le véritable juge, c'est un autre enfant. C'est le fils de Jean-Luc et d'Emmanuel, cette enseignante. Philippe, qui avait 8 ans à l'époque des faits, en 2008, passera sa vie à refaire ce procès, déchiré entre son allégeance à son père ou à sa mère. Il est enchaîné à se demander si ce qui est condamnable devait être condamné. Et ce n'est pas à lui à juger ça. On ne devait pas le laisser juge de ceci. Merci infiniment, Anne Guibert, pour votre témoignage, pour le courage de venir témoigner devant nous. Je vous raccompagne. Oui, je pense que, effectivement, merci pour ce témoignage qui, je n'en doute pas, inspirera la suite de ce colloque et que les choses pourront avancer. À nos réflexions d'aujourd'hui, il était indispensable de pouvoir rentrer dans le détail du travail du procureur, d'un procureur dans les affaires, le type d'affaires qui nous réunit aujourd'hui. Que fait le procureur quand il reçoit une plainte, les étapes de son raisonnement, les possibilités qui s'offrent à lui, la question de la preuve du délit, l'accusation fondée ou non, autant de points cruciaux que va nous développer Jacques Dallest, procureur général de Grenoble, avec un double prisme puisqu'il a aussi été juge d'instruction pendant 10 ans. Merci de l'accueillir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, c'est vrai qu'il est toujours difficile d'intervenir en parlant de droit après un témoignage bouleversant, plein d'humanité. Et d'ailleurs, ça illustre beaucoup la difficulté qu'on a à répondre quand on est magistrat à des situations humaines, des drames. Parce que nous, notre discours de professionnel, c'est un discours juridique, procédural, qui est souvent froid, très raisonné, voire raisonnable, face à l'émotion, à une souffrance, un traumatisme, et donc il y a forcément une incompréhension. Parler de droit à Madame Guibert, c'est pas simple, même si elle a compris beaucoup de choses, sans doute sur le fonctionnement judiciaire. Ça me donne l'idée d'ailleurs de recommander que tout citoyen soit initié à la procédure pénale. C'est vrai que ça a l'air d'être une discipline très spécifique, très technique, mais finalement on devrait dès le lycée enseigner les rudiments de ce qu'on appelle la procédure pénale, c'est-à-dire les droits et les obligations et les contraintes qui s'appliquent à tout citoyen qui peut avoir affaire à la justice pénale, aussi bien d'ailleurs comme plaignant, comme victime. Je pense que c'est arrivé à tous ici dans cette salle d'avoir été victime un jour d'une infraction quelconque, mais aussi comme mise en cause, comme auteur. Et là, on découvre, à son détriment, des règles dures qui peuvent être la garde à vue, des auditions, voire la détention provisoire, le procès. Et je trouve dommage qu'on ne puisse pas démarrer cet enseignement, même simplifié, dès l'école, dès la secondaire, et pour pouvoir ensuite le développer plus tard. Finalement, de la procédure pénale, il y en a tous les jours dans la presse. Il suffit d'ouvrir la télévision pour voir des procès, des affaires pénales, des affaires criminelles. On parle beaucoup du système américain, et on connaît assez mal, finalement, notre système français. Alors, je vais revenir, si possible, sur des éléments juridiques en essayant de vous intéresser, en expliquant un peu le rôle du procureur. On l'a abordé tout au long de cette matinée.
de la justice sur le traitement d'une plainte. Un enseignant plaignant, un enseignant violenté, frappé, ou un enseignant mis en cause pour des violences ou des abus sexuels. Et finalement, le traitement judiciaire, il peut être assez similaire. Et je dis toujours qu'un citoyen ne peut pas penser qu'il ne sera que victime. Il peut être mis en cause, et là, il découvre. Et là, il se rend compte que la loi, elle s'appliquera à lui, qu'il soit homme politique, chef d'entreprise, avocat, voire magistrat, citoyen particulier ou citoyen très ordinaire. La loi s'appliquera à lui, et il suffit de regarder la télévision actuellement, enfin, de regarder ce qu'on dit dans le monde sur des affaires marquantes. Regardez Carlos Ghosn, grand industriel qui est traité comme un vulgaire malfrat au Japon. Pensez à Dominique Strauss-Kahn, qui a eu quelques déboires judiciaires lourds, qui sont bien terminés pour lui, mais il a quand même été photographié les menottes aux mains à New York, aux États-Unis. On peut citer d'autres exemples, et on voit finalement que l'honneur judiciaire, je dirais, qui est le nôtre, qui doit être le nôtre, c'est d'essayer d'appliquer, si possible, les lois de l'État en cause, de la République, de façon la plus égalitaire possible. Ce n'est pas toujours bien compris. Certains aimeraient bien que la procédure pénale, la rigueur de la loi répressive s'applique aux délinquants, aux criminels, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas moi, le malfaiteur, le tueur en série, l'assassin, celui que je ne serai jamais. Là, tout le monde trouve normal que la rigueur de la loi s'abatte sur lui. Quand, en revanche, ça s'adresse à vous, automobilistes, qui peut être un moment se voir reprocher un comportement, vous, citoyens, victimes d'une accusation, vraie ou fausse, les choses, vous les découvrez. Et là, vous vous dites, je touche véritablement ce qui m'arrive, et là, j'aimerais avoir un traitement beaucoup plus favorable. Et ce qu'on doit essayer de faire, nous, représentants de l'accusation, même si notre démarche n'est pas simplement d'accuser au nom de la société, en tant que procureur, mais aussi d'être le plus neutre possible, d'une certaine manière, et même la loi dit dans le Code de procédure pénale français que le procureur doit être impartial. Vous voyez, ce qui est une notion qui lui impose véritablement de la vigilance, de montrer qu'on applique la loi de la même manière à tout le monde. Et ça ne doit pas être une découverte pour un citoyen. On a un code pénal français qui est monstrueux et qui prend des pages de mois en mois, d'année en année. Si vous prenez un code pénal, vous savez, ces gros bouquins rouges de la maison Dalloz, il y a aussi une autre maison bleue, c'est 2500 pages, 3000 pages papier Bible. On ne sait pas si on a 15 000 infractions, 16 000 dans notre code pénal français, qui en prend tous les jours 2 supplémentaires. Et donc, ce sont des textes que le législateur a votés sur la demande souvent du pouvoir exécutif. Et moi, j'aurais qu'une supplique à adresser au pouvoir exécutif, au législateur, c'est ne faites pas trop de lois pénales, ne réagissez pas toujours à l'émotion, vous savez, les lois de circonstance dont on a parlé, laissez appliquer les textes existants qui sont déjà nombreux, multiples, énormes, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. On découvre, on veut refaire des lois nouvelles alors qu'on a déjà des dispositions dans la loi qui punissent tel comportement. Alors, je voulais simplement vous dire quel est l'itinéraire d'une plainte, si moi, procureur de la République, qui suis, alors je ne suis plus procureur de la République, je l'étais, qui suis le collecteur institutionnel de toutes les récriminations de la société. J'écris au procureur, mon voisin fait du bruit, j'ai été victime d'agression, le proc reçoit tout. Un collecteur, je ne dis pas que c'est un collecteur d'égout, il y a des abominations et il y a des choses extrêmement graves, il y a des choses dérisoires, tout arrive sur le bureau du procureur, qui va ensuite évidemment filtrer, orienter pour déterminer s'il y a matière à poursuite pénale du comportement, des faits qui lui sont dénoncés. Alors, donc il est juge quelque part aussi, le procureur, il reçoit, mais ensuite il jugera de l'opportunité de poursuivre tel ou tel comportement, tel ou tel agissement. Donc je pense le procureur qui reçoit une plainte d'une personne qui se plaint d'un enseignant, disons l'enseignant m'a frappé ou l'enseignant s'est livré à des attouchements sexuels. Même chose si c'est l'enseignant qui dépose plainte auprès du procureur pour des abus dont il aurait été victime. Qu'est-ce que va faire le procureur ? Il regarde tout de suite un certain nombre de choses. L'identité du plaignant, quel est son profil, sa profession, c'est ce qui peut déterminer beaucoup de choses. L'identité, si on la connaît, du mis en cause. Est-ce que c'est un mineur, un majeur ? Quel est son profil ? Quelle est sa profession, évidemment ? La date des faits, fondamentale, puisque vous le savez, aujourd'hui on a un vrai problème
de prescription pénale sur des faits qui sont un peu anciens, qui interdisent toute poursuite pénale. Donc, quelle est la date d'effet si on la connaît, ce qui n'est pas simple aujourd'hui, puisque libération de la parole, dont on a beaucoup parlé, on révèle maintenant tardivement des faits très anciens. Regardez ce qui se passe en matière de pédophilie au sein de l'Église catholique et dans d'autres domaines. On se retrouve avec cette contrainte réelle de droit qui se pose à nous. On va regarder si la datation possible des faits. On regardera aussi le lieu des faits, savoir s'ils se sont produits dans son territoire ou ailleurs, éventuellement à l'étranger. Et on regardera aussi la nature des faits qui sont dénoncés. Est-ce qu'il s'agit bien d'une infraction pénale ? Si je reçois un courrier me disant « le professeur m'a regardé de travers, je dépose plainte », on comprendra que là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une infraction pénale. Mais comme je l'ai dit, la loi pénale, elle est très compréhensive. On trouve très vite dans notre code pénal une disposition qui va incriminer ce dont vous vous plaignez. Très vite. Aussi bien des actes que des propos, que des comportements, des discours, des écrits. Très vite, on trouve un support pénal, ce qui d'ailleurs permet à beaucoup d'associations, d'organismes de saisir le procureur pour beaucoup de choses. On regardera la qualification pénale de ces faits. On regardera surtout, je pense, à tout ce qui a trait aux abus sexuels, si c'est des faits de nature correctionnelle, délit, ou criminels. Est-ce qu'il s'agit d'actes de pénétration sexuelle, viol ? Tout ça, ça a une importance pour pouvoir remonter dans le temps et déterminer si on pourra poursuivre ou pas les faits. Je dirais de façon très cynique que plus les faits sont graves, plus ils sont simples à instruire, si je puis dire, quelque part. Puisque la gravité des faits, il faudra l'établir et on aura peut-être des éléments pour la déterminer, cette gravité. Pénétration sexuelle, alors ça dépendra évidemment si c'est un adulte ou un enfant victime. On pourra peut-être avoir des éléments. Si ce ne sont que des simples attouchements, ce sera beaucoup plus difficile éventuellement d'en garder des traces. Et là encore, si je voulais être très cynique, en matière de violence corporelle, je dirais une victime idéale pour la justice, c'est une victime qui vient avec des bleus sur la figure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire quelqu'un qui matérialise d'une certaine manière les violences que cette personne a subies. Même si là encore on pourrait discuter en disant mais est-ce que ce ne sont pas des violences qu'elle s'est infligées elle-même ? Mais plus les faits sont objectivables, plus il sécurise le magistrat. Je reçois cette plainte, si les faits me paraissent sérieux, je saisis les gendarmes ou les policiers selon le lieu des faits. Ça prend du temps, c'est ce qu'on appelle une enquête préliminaire qui n'est pas limitée dans le temps. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au vu de cette enquête, que je suivrai, moi, procureur, en lien avec les services de police et de gendarmerie, sachez quand même qu'un procureur peut gérer jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 procédures dans l'année. Ça dépend de la taille de la juridiction. J'étais procureur de la République à Marseille. On recevait à peu près 150 000 plaintes et procès-verbaux dans l'année. Donc vous imaginez, ça allait du règlement de compte jusqu'à la petite affaire, que forcément, les choses ne sont pas si faciles. Et au vu de cette enquête, je déterminerai si je classe l'affaire, si les faits ne sont pas établis, pas suffisamment prouvés, ou si je renvoie devant un tribunal la personne mise en cause. Je peux également, autre solution, la faire bénéficier d'une alternative aux poursuites, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les rappels à la loi, en gros. Si l'affaire va devant un tribunal, si elle est assez simple, la personne comparaîtra rapidement devant le tribunal. Si elle est quand même plus compliquée, et notamment s'il s'agit d'un crime, d'un viol, j'ouvrirai une information judiciaire, c'est-à-dire que je saisirai un juge d'instruction, qui lui est indépendant, affaire d'Outreau, et qui va instruire, après le procureur, librement cette enquête, avec des pouvoirs renforcés donnés à la défense et à la victime, à la partie civile, d'accès au dossier, de demande d'actes, etc. Et là aussi, cette instruction est illimitée dans le temps. Elle peut durer très longtemps. Le procureur suivra de loin l'instruction qui est confiée au juge, et le juge, en fin d'instruction, déterminera à son tour s'il y a des charges suffisantes, c'est ce que dit la loi, des charges suffisantes qui permettent de faire juger la personne. Le juge ne jugera pas, le juge d'instruction, il instruira, et ce sera après un autre échelon, le tribunal pour les délits, ou la cour d'assises pour les crimes, avec des jurés, qui aura à décider de la culpabilité de la personne. Donc vous voyez que c'est toute une série d'étapes qui peuvent être très douloureuses pour les victimes. Je pense à l'enseignant victime, audition par les gendarmes, audition éventuellement devant le juge d'instruction, passage devant le tribunal. C'est très très lourd, mais c'est aussi une garantie.
que ces acteurs différents puissent aussi vérifier, corroborer ou infirmer les accusations. Alors ça peut être très mal perçu par les victimes en disant c'est un parcours du combattant, c'est une souffrance, certes, mais c'est aussi un élément de sécurité, quelque part, pour être sûr que ce qui est dit, et notamment lorsqu'on n'a pas d'éléments matériels, soit le reflet de la vérité, avec évidemment le fait que la victime peut oublier certains détails, en rajouter, ce qui sera d'ailleurs exploité par la défense éventuellement au moment du jugement, en disant mais il y a des incohérences. Mais c'est aussi une garantie que la victime soit entendue, s'explique devant un expert psychologue. C'est aussi un élément important. Et si moi, procureur, je vais devant le tribunal ou la cour d'assises, après tout ce parcours, je pourrais dire à la juridiction que la victime, elle a dit de façon constante, devant les policiers, devant le juge, etc., la même chose. Et ce sera un élément aussi important à faire valoir. Et au final, donc, c'est la juridiction de jugement qui va dire si la personne est coupable, condamnée, ou pour lesquels la condamnation est insuffisamment prouvée, relaxe, éventuellement au bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'il y a un doute quand même qui pèse, mais il profite à la personne prévenue, elle sera relaxée. Puis il y a la relaxe pure et simple, on considère que l'infraction n'est pas constituée. Alors je dis souvent qu'on peut avoir moralement raison et juridiquement tort, ou l'inverse. Vous pouvez être une victime, avoir souffert de quelque chose, mais en droit, on ne pourra pas démontrer réellement, on ne pourra pas prouver votre préjudice. Donc la morale, c'est une chose, le droit, c'est autre chose. Et ça, ce n'est pas toujours facile à comprendre, surtout aujourd'hui. On a parlé de sacralisation de la parole des enfants. Outreau, ça a été la précarisation de la parole, c'est-à-dire d'un coup, tous les magistrats, traumatisme, Burgot, sont tous dit, on va tous commettre des erreurs judiciaires, donc on lève le pied, et donc on se méfie de la parole des enfants. Et aujourd'hui, on revient, 15 ans après, à une resacralisation de la parole, avec ce qui m'inquiète beaucoup, une espèce d'excès victimaire, je ne veux pas employer le mot hystérie victimaire, où on cherche véritablement à considérer que la parole de la victime vaut culpabilité. C'est problématique. On n'a pas à considérer qu'une parole est suffisante. Ça peut être un élément de conviction, bien sûr, mais que c'est par principe, il n'y a pas une présomption de véracité sur cette parole. Quand on parle de la présomption d'innocence, on prend ça d'un point de vue philosophique, moral, c'est aussi une acception juridique. C'est-à-dire que vous, mis en cause, vous n'avez pas apporté la preuve de votre innocence. C'est à l'accusation, c'est-à-dire à moi, procureur, d'apporter la preuve de votre culpabilité. C'est ça que ça veut dire, la présomption d'innocence, évidemment. Donc vous êtes normalement taisant, vous n'avez pas à agir lorsque vous êtes mis en cause. Finalement, vous vous défendez quand même, mais c'est ça que ça signifie. Et quand je lis sous certaines plumes, assez autorisées pourtant, certains qui souhaiteraient renverser la présomption, c'est-à-dire faire en sorte qu'on considère que la victime dit le vrai et que c'est à l'accusé de démontrer son innocence, moi ça m'effraie. Et j'aimerais bien dire aux personnes qui préconisent ce système, qui évidemment serait absolument anticonstitutionnel, etc., leur dire, chère madame ou cher monsieur, vous qui préconisez cela, si demain, moi procureur, je reçois une lettre anonyme me disant que vous êtes un trafiquant de drogue, est-ce que vous accepterez ou qu'une lettre postée par quelqu'un qui s'identifie, quand je demande aux gendarmes de faire une perquisition à 6 heures du matin chez vous en considérant que ce qui m'est dénoncé est vrai, qu'une accusation suffirait à vous pourrir la vie, à vous faire subir les affres de la loi. Et évidemment non, vous seriez scandalisé si on considérait qu'une simple accusation vaudrait immédiatement interpellation, garde à vue, etc. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et je suis un peu inquiet aujourd'hui. Et je rappelle aussi que les juges, les magistrats, ne sont pas des militants. Nous ne devons pas être des militants. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit toujours améliorer la formation sur la parole, sur les violences conjugales. Cela dit, quand on regarde tous les sujets, il faudrait être mieux performant en matière de connaissances sur la violence animale, être meilleur sur les atteintes à l'environnement, meilleur sur tout ce qui est prostitution. Finalement, le juge il devrait se former sur tout. Et je veux bien, ça pose aussi des questions, mais ne demandons pas aux juges de devenir des militants d'une cause. Ce n'est pas le travail des juges, ni même des procureurs. Nous sommes là pour appliquer la loi. Certes, nous prenons des décisions malheureuses. On peut imaginer la détresse d'une victime qui voit que l'auteur a été acquitté.
ou qu'il y a eu un non-lieu alors qu'elle a subi ce qu'elle dénonce, mais malheureusement, dans un système démocratique, vous le savez, en système démocratique, il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Dans les États totalitaires, c'est l'inverse. On inverse la proposition. Eh ben moi, je préfère cela, d'avoir des coupables en liberté plutôt que des innocents injustement condamnés. C'est terrible à vivre pour une victime qui pense que sa parole a été rejetée, a été déniée, mais finalement, c'est une garantie démocratique, parce que les faits sont trop anciens, parce qu'on ne peut pas déterminer la réalité, sauf à revenir à la torture, que certains pourraient voir rétablir, à la vengeance privée. Certains aussi souhaiteraient presque prendre la place du procureur. Est-ce que c'est à la victime de requérir une peine à la place du procureur en disant « il m'a fait subir quelque chose, je demande qu'il soit châtié ». Ça existait dans des temps anciens où il n'y avait pas de justice publique, c'était des partis qui s'affrontaient. Je ne crois pas qu'on se serait véritablement un progrès démocratique d'en venir à cette solution. Donc je dis attention, sachant raison garder, et sur cette volonté de sacraliser ou de resacraliser des paroles, pas seulement des mineurs, mais des personnes, des adultes. Et pour les enseignants, une seule chose, effectivement, comme cela a été dit, et moi j'ai fait des propositions, M. le bâtonnier-Lec en parlera, je pense, après moi, venez dans les palais de justice, susciter, demander des rencontres avec les procureurs, organiser des réunions. Moi j'en ai fait avec des inspecteurs d'académie, avec des chefs d'établissement, pour expliquer comment ça se passe. Et on prenait des exemples concrets. On sortait des laïus, comme celui que je suis en train de vous faire, on parlait de cas concrets, pour que chacun des participants s'identifie un peu, soit au plaignant, soit à la victime. C'est la meilleure façon de comprendre notre procédure qui est particulièrement difficile. Je termine sur un petit proverbe juif, finalement, qui est très simple, et ça pourrait être presque un texte de loi. Les accusations graves demandent des preuves évidentes. Si on en vient à ce principe, on pourrait s'épargner quelquefois des procédures ou des critiques, accusations graves, preuves évidentes. Si les preuves ne sont pas suffisantes, eh bien évidemment, vous repartez, vous n'aurez pas forcément satisfaction, mais ce sera une victoire de la démocratie, je crois, et de notre État de droit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques Deleste. Nous allons passer à la dernière table ronde de ce colloque consacré à la protection juridique, protection fonctionnelle, ses améliorations, ses insuffisances. Je vais tout de suite appeler Vincent Bouba, secrétaire général de la FAS, maître Florence Lec, avocat conseil de l'ASL Val-de-Marne, le bâtonnier Yves Mahut, avocat conseil de l'ASL Seine-Maritime, et le bâtonnier Jean-Yves Balestas, avocat conseil de l'ASL Isère. Merci de me rejoindre. Et votre mission sera d'être synthétique pour que tous les participants ne ratent pas leur train. Mais je sais que vous excellez aussi dans cet art. On va beaucoup évoquer, Vincent Bouba, dans cette table ronde, le rôle inestimable des avocats conseils ici représentés, quand les personnels sont en difficulté dans leur profession. Mais avant l'indispensable accompagnement juridique, il y a d'abord le formidable travail mené par les militants. Madame Buber a souligné cette aide précieuse. Oui, 480 000 adhérents, un demi-million d'adhérents, comme dirait le bâtonnier Lec, notre avocat conseil national, 500 000 personnes qui font confiance aux actions des militants des autonomes, aux salariés des autonomes et aux avocats conseils des autonomes. 500 000 adhérents qui font confiance à notre militantisme qui est de protéger, d'accompagner, de soutenir au mieux nos adhérents pour qu'ils puissent exercer leur métier sereinement. On sait très bien qu'un enseignant qui va bien, qui est au fait de ses responsabilités, est un enseignant qui pourra mener son travail correctement dans la classe et le climat scolaire en sera plus serein et les élèves pourront, bien évidemment, seront à même de bénéficier des apprentissages. Le métier d'enseignant est un métier fabuleux puisqu'on forme les futurs citoyens de la République, des citoyens libres, éclairés, capables de penser par eux-mêmes. Donc nous pensons qu'on doit apporter une protection efficace
à tous nos adhérents et bien au-delà au personnel de l'éducation. Et dans la difficulté, ça a été souligné au cours de toutes les tables rondes, lorsque les collègues sont dans la difficulté, ils évoquent souvent la solitude, le fait de ne pas être soutenu par l'institution. Et alors le hashtag pas de vague qui est apparu il y a 2-3 mois nous a pas fait, on n'a pas été très surpris. Je pense que vous également, chers collègues, vous n'avez pas été surpris par cette vague sur Internet, parce qu'on s'aperçoit que depuis plusieurs années, l'ASL on reçoit de nombreux coups de fil et on devient le réceptacle des mots des enseignants. On est la cellule d'écoute, une cellule d'écoute importante, et les collègues dans la difficulté ont tendance, dans un premier temps, à prendre contact avec l'autonome avant d'en référer, avant de prendre la tâche auprès de la hiérarchie. Donc il y a un gros travail d'écoute, de soutien, de conseil qui est mené par les militants des autonomes, par les salariés des autonomes. Donc un gros travail de protection et d'accompagnement lorsque le risque survient, certes, mais également un gros travail au niveau de la formation. Et là, je rejoins Madame Buber, votre propos tout à l'heure autour de la formation qui manque cruellement auprès des personnels d'éducation, parce qu'on se rend compte que nos collègues ne sont pas formés à leurs responsabilités, ne sont pas éduqués au droit. Et nous, depuis que nous avons signé, la Fédération a signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, nous déployons une offre de formation, parce que certes, nous agissons quand il y a le risque, avec les avocats conseils, avec les militants, les salariés des ASL, mais nous agissons aussi en amont du risque, en prévention. On considère que si les enseignants sont au fait de leurs responsabilités, ils pourront agir correctement en classe, ils seront moins en difficulté. Et ce soutien est important, car on a bien vu tout au long de cette matinée, à travers les échanges aussi avec la salle, que quand un enseignant est injustement mis en cause, ce sont des parcours très longs et très violents, et qui marquent à vie, même quand l'enseignant est blanchi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai par exemple le souvenir d'un collègue, un dossier qu'on a pu traiter, un parcours qui a duré, un enseignant injustement accusé, qui a duré 4 ans, un collègue qui a été suspendu. Ce collègue a finalement été blanchi, relaxé. Il a été réintégré dans son poste, mais la rumeur est passée par là. Il a dû changer de département, parce que mais également dans le département où il avait été muté, comme la rumeur n'a pas de frontières. Ce collègue, on a pris, parce que les collègues gardent souvent aussi contact avec les présidents des ASL, donnent des nouvelles et soulignent le soutien remarquable des militants lorsque les enseignants sont en détresse. Ce collègue a dû malheureusement changer de profession parce que c'était insupportable, il était face à un gouffre. Un témoignage qui pose aussi la question de l'accompagnement psychologique, qui est indispensable. On voit comment, effectivement, ce sont des affaires qui marquent et qui exigent réparation. Une réaction peut-être avant, justement. Oui, je crois que la vidéo est emblématique, parce que cette vidéo, on traverse tous les temps qu'on a abordés aujourd'hui. Le recueil de la parole de l'enfant, dans quelles conditions celle-ci doit s'exercer, ne pas induire l'enfant. Ça a été rappelé brillamment ce matin. Des questions autour du fait d'être pseudo-coupable. Et nous, militants des ASL, nous plaçons au plus haut la présomption d'innocence. Donc là, on voit que le collègue a été... la situation est dramatique. Le collègue... je parlais tout à l'heure du gouffre. Là, il est seul. Le collègue est seul. Et enfin, ça pose la question aussi de la réparation et de la protection qui doit être efficace et efficiente pour ce collègue. Et tous les collègues sont présents dans la salle. Dans tous les départements, tous les présidents ont vécu un dossier de la sorte. C'est difficile à supporter pour le collègue qui a été accusé. Et dans ce style d'affaires, il n'y avait personne en classe. Et la seule personne qui connaît la vérité, c'est l'enseignant. C'est lui seul qui sait s'il a mal agi, s'il a été déviant ou s'il est totalement innocent. Et dans ces cas-là, l'éducation nationale va suspendre l'enseignant
pour protéger les enfants, protéger les élèves, et pour protéger aussi la personne, pour protéger le personnel qui est accusé. Alors nous, bien évidemment, on n'a aussi rien contre la suspension, mais ça a été rappelé, notamment tout à l'heure sur la deuxième table ronde, mais celle-ci doit être encadrée et il doit y avoir des dispositions bien précises pour celle-ci. Pour ce collègue accusé, va débuter un long parcours violent qui peut durer des années, 1 an, 2 ans, 3 ans. On a tous traité de tels dossiers. Donc il va être suspendu. Il sera exclu de son établissement, il ne sera plus face aux élèves. Plus face aux élèves, il n'aura plus aucun contact avec ses collègues qui vont. Il y a aussi il y a la rumeur qui va aussi s'exercer. On a vu tout à l'heure avec le professeur Jost le poids des médias dans tout ceci. Donc les collègues un à un vont se délester de ce collègue en difficulté, et la cellule familiale peut aussi éclater, se dégrader. Donc le collègue va être seul. Et le seul interlocuteur qu'il aura, ce sera les collègues de l'autonome. Je tiens à souligner ceci, c'est très important. Il n'aura que le président ou l'équipe départementale qui sera, j'allais dire au petit soin pour le collègue, qui sera bienveillant à l'égard de ce collègue, et avec l'avocat qui pourra l'aiguiller sur diverses procédures à mener. 1, 2, 3 ans va passer, la justice va passer, va déclarer, va blanchir, va relaxer ce collègue, mais par contre, il y aura toujours un doute, toujours une suspicion. Et bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a eu des avancées très importantes législatives, on en a le bâtonnier notamment évoqué tout à l'heure. On va en parler. En effet, Jean-Yves Ballestas, les droits à la réparation sont prévus par la loi, mais il s'avère insuffisant, notamment quand l'innocence des fonctionnaires a été pleinement reconnue. Oui, je voudrais, dans mon propos très rapide, vous dire le témoignage qui est le mien d'avocat de terrain. On parle de l'Isère. André Valigny, le sénateur, a pris la parole tout à l'heure. Le procureur général d'Alest vient de vous faire part de son expérience. Ce que je veux vous dire, c'est que quand je porte la robe d'avocat, en tant qu'avocat de l'autonome, je suis vraiment dans mon cœur de métier. L'Isère a connu un drame, c'est l'affaire Farina, cet enseignant qui a abusé d'élèves et qui s'est suicidé ensuite en prison. Ça a bouleversé l'organisation, la chaîne pénale en Isère. Pourquoi? Parce que on est passé au travers. Et à partir de là, ce leitmotiv, où est passé le rôle essentiel de l'institution de l'éducation nationale qui consiste à protéger ses enseignants. Réveillez-vous. Qu'est-ce que je constate? Un fait est révélé par des élèves ou par des parents d'élèves. Le principal, le proviseur, le directeur d'école. Je vais en parler au procureur. Il en parle au procureur. Le procureur dit qu'il faut ouvrir l'enquête. L'enquête, elle est dans le maillage territorial, c'est-à-dire en gendarmerie. Les gendarmes, ce sont aussi des parents d'élèves, du secteur de l'école. Qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, le témoignage tout à l'heure extrêmement poignant l'a révélé, on entend ceux qui accusent. Puis ensuite, l'enquêteur rend son rapport rapide au procureur qui dit « Oula, on ouvre une instruction ». Et puis l'instructeur, le magistrat, il dit « Écoutez, j'envisage de vous mettre en examen. » Mais attendez, rien fait. Service de précaution, le magistrat instructeur place l'enseignant en examen, assorti d'une mesure de contrôle judiciaire, interdiction d'être en contact avec vos élèves, le délai d'instruction 2 ans, 3 ans, et l'enseignant est seul. Moi, je le dis, je n'ai pas honte, je donne mon numéro de portable, et j'ai des enseignants qui sont mis en examen seuls. J'ai l'épouse, qui se retrouve aussi avec ses difficultés de couple, qui m'appelle souvent, il dit « Vous savez, ça ne va pas très bien. On ne peut pas faire avancer un peu les choses ?» Je dis « Mais j'écris au juge.
On a avancé, on a réussi à ce que vous puissiez revenir dans le département, parce que vous n'aviez plus le droit même d'être dans votre département. Vous vous rendez compte? On a bien. Oui, enfin, j'aimerais pouvoir rentrer chez moi. Mais parce que vous ne pouvez pas, parce que votre logement est à côté de l'école, parce que vous avez choisi d'investir à côté de l'école. Oui, mais voilà, cette solitude, cette rupture, elle doit, pour souvent, une grande incompréhension au départ, c'est-à-dire dans le fait révélateur, avant même que les enquêteurs par le responsable de l'institution d'éducation nationale. Ce principe de précaution est devenu la règle. On a oublié de donner et de redonner à l'éducation nationale son rôle de protection. Ah, ça, pour les notes de l'IEN le dimanche après-midi, ça, vous les connaissez, ces notes-là, hein, pour vérifier que l'école fonctionne bien. Mais la prise de responsabilité, dire, attendez, il y a un accusateur, on va peut-être mettre en place quelque chose, c'est-à-dire une parole. J'ai des clients qui n'ont pas pu rencontrer l'accusateur parent d'élève. On n'a pas pu entretenir une réunion simple d'explication qui aurait évité certainement beaucoup d'incompréhension. Donc ce que je viens vous dire ici ce soir, c'est je suis très fier d'être avocat, je suis très fier d'être avocat de l'ASL, mais vraiment, s'il n'y avait pas l'ASL, s'il n'y avait pas notre rôle d'avocat, je pense que les drames comme ceux qu'on vient d'évoquer en début d'après-midi, ils seraient nombreux. Alors je suis très fier d'être parmi vous. Heureusement que vous êtes là, en effet. Alors, comment renforcer la protection du fonctionnaire? Déjà, je voudrais peut-être qu'on parle de réhabilitation avec vous, Florence Lec, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un fonctionnaire est mis hors de cause par une décision de non-lieu, relax ou acquittement, la loi prévoit un PV de rétablissement dans les fonctions, et ce n'est pas suffisant. Voilà, tout à fait. Effectivement, vous parliez de réparation. Aujourd'hui, il y a un mécanisme qui est prévu, qui est ce rétablissement par voie de PV. Lors du colloque d'il y a 17 ans, il y avait déjà une préconisation pour pouvoir réhabiliter. C'est une réparation finalement qui est une réparation professionnelle, réhabiliter le fonctionnaire lorsqu'il est mis hors de cause par la justice. La préconisation, alors la fédération s'était battue une fois de plus pour faire avancer cette idée de rétablissement professionnel, et elle avait été entendue au travers de la loi de 2016, et il y avait ce fameux amendement qui était passé au niveau du PV qui rétablissait officiellement le fonctionnaire et qui indiquait qu'il était mis hors de cause. Alors, c'est un décret qui prévoit les conditions en fait dans lesquelles ce PV doit être établi. C'est un PV qui, avec l'accord du fonctionnaire, ça c'est très important de le souligner, sera placé soit dans les établissements par voie d'affichage, soit aujourd'hui évidemment par le biais d'Internet. Voilà un petit peu les modalités aujourd'hui de ce PV de rétablissement. Évidemment, il faut encore aller plus loin parce que, et PV de rétablissement aussi, qui sera, les usagers. Lorsque les fonctionnaires sont en contact avec des usagers, il est prévu aussi qu'il y ait un mode d'information de ce PV auprès des usagers. Il est important aujourd'hui d'aller plus loin et de rétablir, et finalement de formaliser juridiquement ce qui se fait aujourd'hui dans les académies, à savoir une réhabilitation, je dirais, solennelle. Vous savez, dans certaines académies aujourd'hui, il y a une réunion qui est prévue par l'autorité, ça peut être l'IEN, ça peut être le chef d'établissement, ça peut être le DAZEN, mais il faut que l'autorité hiérarchique se mouille un peu lorsque vous avez un fonctionnaire qui est mis hors de cause, et je pense que ça fait partie de la réparation que vous attendez, que les collègues et les adhérents attendent. Enfin une réhabilitation solennelle à travers une réunion où effectivement l'autorité hiérarchique vient rétablir le fonctionnaire.
Alors comment renforcer la protection du fonctionnaire, Yves Mahut? Il y a deux parties qui sont importantes. Il y a la partie suspensive dont on peut parler, puis aussi la partie disciplinaire. Oui. Auparavant, je voudrais vous faire part d'un sentiment qui est le mien en cette fin de travaux, somme toute. C'est une considération mélancolieuse à laquelle nous aboutissons. La présomption d'innocence, un conte pour enfants. Le secret de l'instruction, une plaisanterie. Le doute qui profite à l'accusé, un leurre. Mais en revanche, la sacralisation de la parole de l'enfant plaignant, mais qu'on qualifie de victime, là encore, en violation avec le principe de présomption d'innocence. Et puis, l'arrivée dans notre paysage philosophico-juridique de ce principe de précaution, notion juridiquement et philosophiquement extrêmement contestable et qui ne devrait pas avoir sa place dans un débat judiciaire serein et respectueux des droits de la défense. Bon, j'ai posé ça, c'est pas très optimiste, évidemment. Mais, monsieur le procureur général d'Alest, j'ai été heureux de vous entendre parce que, quand vous dites, par exemple, qu'on sent un mouvement qui se dessine envers une nouvelle sacralisation de la parole de l'enfant, je suis heureux que cette parole émane d'un représentant éminent du parquet, mais c'est quelque chose que nous vivons au quotidien quand nous défendons des enseignants qui sont confrontés à la parole d'enfants imaginatifs. Vous avez dit, mon confrère, vous avez dit que l'éducation nationale ne protégeait pas ses membres. Moi, je vais plus loin. L'éducation nationale, elle se protège elle-même. Et c'est tout à fait différent. Et la circulaire royale, dont on ne dira jamais assez tout le mal que l'on doit en dire, est porteuse de ces erreurs, de ces injustices et de ces drames tels que ceux qui ont été évoqués aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la circulaire royale, vous allez la résumer en 2 mots, c'est pour la protection de l'institution, vous devez ouvrir le parapluie. Et même d'ailleurs, et c'est indiqué en toutes lettres dans la circulaire royale, pour votre propre protection, si vous voulez éviter des erreurs de jugement qui pourraient vous conduire à des poursuites disciplinaires vous-même pour ne pas avoir dénoncé, pour ne pas avoir signalé au procureur de la République, ou bien même à des poursuites pénales, vous devez dire, vous devez informer dès que vous savez quelque chose. Même la rumeur. Alors, on attendrait de l'administration au moins qu'elle fasse un effort pour que d'emblée, dès que la parole de l'enfant est recueillie par un enseignant, et au moment où cette machine, parfois infernale, va se mettre en route, on aimerait que l'enseignant puisse trouver un minimum de garantie de droits de la défense. Et les droits de la défense, mesdames, messieurs, ce ne sont pas les droits des avocats, ce sont vos droits. Ce sont vos droits. Le dossier va venir à la connaissance du recteur. Que va faire le recteur? Il va envisager de suspendre le fonctionnaire. Il peut le faire sans entendre le fonctionnaire et sans que le fonctionnaire ait connaissance des éléments du dossier. C'est le fait du prince. Ça s'appelle le fait du prince. Si le dossier évolue et si le dossier évolue en faveur du fonctionnaire, celui-ci n'a pas la possibilité de demander à l'administration de revoir la mesure de suspension qui le frappe. C'est impossible. La mesure de suspension, au terme de l'article 30 de la loi,
du... J'ai pas la mémoire des chiffres. Merci, juillet 89. Au terme de cette loi, la seule condition qui est requise, c'est l'existence d'une faute grave. Ce qui est un préjugement. Ce qui est un préjugement. Rappelé ce matin, effectivement. Ça a été rappelé ce matin, mais on aurait pu aussi rappeler qu'après tout, toute faute, même grave, ne nécessite pas une mesure de suspension. La mesure de suspension, c'est une mesure de protection. C'est une mesure de protection en faveur du public, des usagers du service public, ou de la victime, ou du voisinage de la victime. Mais ça n'est pas une mesure protectrice de celui qui est mis en cause. Donc nous pouvons adapter nos textes pour que, dans le cadre de la procédure de suspension, on donne quand même à minima aux fonctionnaires le droit d'avoir connaissance de ce qu'on lui reproche et des éléments qui fondent l'accusation, et puis au minima le droit de se faire assister d'un conseil. Voilà pour la mesure de suspension. Nous pouvons proposer des choses raisonnables, réalisables, qui ne coûteront pas d'argent à l'administration ni à l'État. C'est l'essentiel, vous savez. C'est l'essentiel. Dès que ça coûte de l'argent, ce n'est pas possible. Mais là, ce sera gratuit. Bon. Un petit mot sur la procédure disciplinaire. Sur la procédure disciplinaire, c'est la même chose. Sur la procédure disciplinaire, vous devez savoir, mesdames et messieurs, que nous sommes totalement en dehors des règles édictées par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, la France est un pays des droits de l'homme, c'est connu, vous le savez. La Cour européenne des droits de l'homme défend à ce qu'une juridiction disciplinaire puisse cumuler les compétences. Vous ne pouvez pas être autorité de poursuite, vous ne pouvez pas être autorité d'instruction et vous ne pouvez pas être autorité de décision à la fois. Or, dans notre système, qui ordonne les poursuites? Le recteur. Qui dirige l'enquête? Le recteur. Qui préside la CAPA? Le recteur, sinon son représentant. Et qui prend la décision? Le recteur, après avis consultatif de la CAPA, lequel ne s'impose pas, à une exception près, qu'elle ne s'impose pas au recteur. Tout ceci est en dehors des clous en termes de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Là aussi, nous devons avancer. Alors je sais qu'il faudra convaincre sur ces questions-là, mais nous pourrions déjà proposer quelque chose de relativement simple. Donner à la CAPA le rôle qu'elle doit avoir, c'est-à-dire non pas un rôle consultatif, mais un rôle décisionnaire. Ça me paraît extrêmement important. Pourquoi? Parce que les droits de la défense, l'audition des témoins, l'audition de la personne poursuivie, l'audition de son conseil, se passent devant cette instance consultative. On aurait pu penser que ça devrait se passer devant l'instance décisionnaire, mais même pas, c'est devant l'instance consultative. Donc cette instance consultative, elle doit avoir un rôle décisionnaire qui doit être ôté au recteur. Et puis un dernier mot, comme tout de même ce sont des choses sérieuses qu'une juridiction disciplinaire, eh bien, par la pratique, nous savons qu'au sein des CAPA, il s'exerce... les choses ne se déroulent pas toujours comme elles devraient se dérouler. Et nous pensons que, comme cela se passe pour les médecins, comme ça se passe pour les pharmaciens, comme cela se passe pour de grands nombres de professions réglementées où il y a des instances disciplinaires, eh bien, les CAPA devraient être présidés par un magistrat de l'ordre administratif qui, par sa formation, par sa connaissance du droit, peut assurer un débat disciplinaire, quasi judiciaire, c'est un débat qui s'apparente au judiciaire, qui garantisse
le respect des droits de la défense, l'impartialité des uns et des autres, et qui permettent à ce qu'une décision juste, car nous ne voulons qu'une décision juste, rien de plus puisse être donné. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire, mais ce sont des choses réalisables. Rapidement, Florence Lec, merci beaucoup. Parlons réparation. On sait qu'en matière de droit à la réparation, des propositions avaient été formulées lors du colloque en 2002 déjà. Donc, où en est-on aujourd'hui ? Alors, au niveau des réparations, je dirais qu'il y a deux axes. Il y a un axe lorsque on souhaite obtenir finalement une indemnisation lorsque la personne en fait a été victime d'une atteinte physique ou atteinte à ses biens. Eh bien, il y a un processus que l'on connaît qui est d'indemnisation auprès de la CIVI. Le fonctionnement est le suivant. Vous avez une CIVI qui est au sein de chaque tribunal de grande instance, et puis vous avez quand même un conditionnement. Il y a une réparation qui est intégrale, possible, du préjudice subi, sans condition de revenu, et une réparation intégrale lorsque il y a des infractions qui sont très graves, avec un préjudice qui est une ITT supérieure à 1 mois, par exemple. Et puis vous avez des cas où, lorsque l'ITT est inférieur à 1 mois, ou lorsque vous avez un préjudice qui est subi consécutif à une atteinte, je dirais, moins grave, et bien là, vous avez au niveau de cette CIVI une réparation qui est sous condition, qui est conditionné notamment à bénéficier de ressources qui ne peuvent pas aller au-delà de 1 411 €. L'auteur de l'infraction doit être insolvable, notamment. Donc vous avez une réparation qui est vraiment conditionnée à ce niveau-là lorsque les atteintes sont moins graves. Depuis 2008, vous avez un système complémentaire, un dispositif complémentaire qui s'est mis en place, qui est le SARVI, pour les atteintes qui sont moins graves. Alors, j'ai oublié, mais au niveau de la CIVI, vous avez une indemnisation qui est plafonnée, qui ne va pas au-delà de 4 139 €, me semble-t-il. Donc, c'est clairement insuffisant. Et complètement donc, insuffisant. Au niveau du SARVI, c'est pour les infractions qui sont moins graves encore, et au niveau, c'est plafonné, et vous êtes entre des indemnisations comprises entre 1 000 et 3 000 €. Là aussi, c'est donc une piste. Avec l'accord, juste la piste de réflexion, voilà. C'est vraiment déterminer que le fonctionnaire, il a une mission de service public, et à ce titre-là, il doit être protégé. Sa protection doit être renforcée, et donc la piste de réflexion est de dire que l'on demande que l'indemnisation du préjudice subi soit une réparation totale et sans condition. Merci beaucoup. Vincent Bouba m'a autorisé à avancer un tout petit peu le chronomètre, car c'est vous qui concluez, donc c'est vous le chef. Je vais donc vous remercier pour cet exercice de haute voltige, de faire passer l'essentiel en un temps resserré.